Bonjour, Bonjour Monsieur Plaisir. merci de recevoir Radio Mayuri Campus ici dans votre bureau où vous recevez depuis quelques années des jeunes Guyanais qui aspirent à devenir médecins ou travailler dans le secteur de la santé. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Mais juste avant, est-ce que vous pourriez, vous êtes rhumatologue, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours universitaire, scolaire? Oui, alors moi je suis guyanais, hein, c'est ma première qualité pour moi. Mm. Je suis guyanais, médecin. J'ai passé mon bac en Guyane, donc j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en Guyane. Une Quel fois, lycée? lycée Félix Éboué, mais au centre-ville, D'accord. qui est devenu après le collège Nanan, et puis le lycée Félix Éboué a migré aux alentours de Cayenne. Moi c'était le lycée Félix Éboué qui était au centre-ville. Donc ma génération, c'est une génération des années 50-52, dans cette période-là. Mon bac terminé, je suis parti faire mes études en métropole. J'ai donc passé un concours qui s'appelle le concours de praticien hospitalier de la spécialité rhumatologie. Et j'ai été praticien hospitalier en rhumatologie au CHU d'Amiens. De là, j'ai eu une fonction d'enseignant, qui est une maître de conférence, et j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années la rhumatologie. Mais j'ai eu un encadrement aussi de santé publique par le professeur Dubreuil, qui était le professeur de santé publique. Et j'ai une formation d'interniste. C'est-à-dire que j'ai fait donc la nutrition, la santé publique, l'endocrinologie, le diabète, l'hypertension. Et après, j'ai pris une option, quand on a créé la rhumatologie amiénoise, je me suis lancé dans la rhumatologie, j'ai passé un cours de praticien hospitalier en rhumatologie. Puis, chemin faisant, j'ai reçu beaucoup de patients de Guyane. Et je me suis donc intéressé à la problématique de santé de Guyane il y a de cela 25 ans. Donc jeune médecin. Et puis après, le bonheur a fait que ma fille a fait médecine et on a fait des choses ensemble et probablement on aura l'occasion d'en parler. Alors, le système de santé guyanais fait l'objet de beaucoup de critiques de la part d'associations, euh, d'individus de Guyanais, de membres de la société guyanaise. Vous, en tant que médecin, quel regard portez-vous sur le fonctionnement du système de santé en Guyane? Alors, actuellement, actuellement, je dirais même depuis longtemps, nous sommes en crise, une crise chronique en matière de santé, qui, moi je pense, qui repose sur deux éléments. Le premier élément, c'est la démographie. Donc l'immigration, qui est une immigration non contrôlée, non programmée et non organisée. Donc ça va déstabiliser le système de santé qui est le meilleur au monde, c'est le système de santé français, mais pour l'Europe, pas adapté à la zone amazonienne. Et nous sommes dans un espace amazonien et dans un pays où nous n'avons pas de faculté de médecine, nous n'avons pas de centre de formation pour former nos acteurs de santé. Donc en permanence, on va dépendre de l'extérieur. Donc ça, c'est déjà, on est loin, on n'a pas les hommes de là, donc on est obligé de dépendre. Et après, dépendant des autres, on va créer un turnover. Les gens viennent, ils partent, ils viennent, et à un moment, on peut ne pas en avoir. Donc la première réponse à ce problème-là, c'est la formation. Donc il faut qu'il y ait une faculté de médecine de plein exercice en Guyane et que les gens puissent passer une PACES avec une organisation, une vraie organisation. Ça, c'est dans la formation, les hommes. À présent, le réseau, le système. Nous avons des gens qui décident pour nous de très loin, donc depuis Paris, et qui ne connaissent pas la problématique, et qui ne connaissent pas le territoire, qui ne connaissent pas la population et sa culture. Donc, par définition, ils vont prendre les mauvaises décisions. Ils vont prendre des décisions qui sont rattachées au fonctionnement du système de santé de métropole, de l'Hexagone, alors que nous avons un mode d'exercice qui est différent, qui est adapté à l'environnement géographique. On sait qu'en Guyane, on a le littoral et l'intérieur, et qu'on ne fait pas la médecine de la même façon sur le littoral, qui est une médecine plus ou moins occidentale, alors que dans l'intérieur, on a une médecine, j'allais dire une anthropologie médicale, c'est-à-dire une médecine adaptée, une ethnomédecine adaptée à une population qui est tout à fait une population de l'intérieur, qui est une population du fleuve, par exemple. Donc il y a ça, et puis le réseau.
La Guyane a été divisée, vous me dites, la Guyane est divisée pour l'État français en 4 bassins de santé, alors qu'il en faudrait 5. Donc je vais vous dire ce que je propose, parce que ce qui est actuellement n'est pas adapté. Les bassins de santé, ce sont des populations qui sont dans un environnement géographique et qui circulent dans un espace géographique. Je vais juste faire une aparté pour dire que la France a bien compris que nous avons une migration, je dirais même pas une migration importante de par nos 2 frontières. Du côté du Suriname, les gens qui habitent à Mango, quand ils sont à Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont chez eux. Ils sont dans un espace géographique, dans un espace de vie. Cet espace de vie est lié non seulement à la géographie, à l'histoire, puis à la population. On est dans un espace bouchanégué. Vous ne remettez pas en cause la formation des hommes et des femmes qui exercent dans ces centres de santé. Alors, on entend dire également que beaucoup de médecins exerçant en Guyane seraient d'origine étrangère ou auraient des diplômes étrangers et seraient moins qualifiés que si ces médecins venaient de France, par exemple. Alors, moi je pars du postulat que un médecin qui vient en Guyane, s'il a choisi de venir en Guyane, il devrait déjà avoir sa qualification. Or, souvent les médecins qui viennent en Guyane prennent leur qualification, soit juste avant de venir, soit sur place. Être PH, par exemple, peut très bien exercer une fonction de faisant fonction de PH. On passe un concours pour occuper le poste. Une fois qu'on a le concours, on s'en va. D'accord? Ça existe. Et ça, il faudrait verrouiller ce système-là. Après, il y a l'ordonnance de 2005. Dans l'ordonnance de 2005, dit que quel que soit le diplôme que vous avez, vous pouvez exercer en Guyane. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est pour ça que vous avez des médecins qui sont de tous les horizons. La réponse au manque de personnel de santé, c'est de les former. Moi, personnellement, j'ai rencontré les politiques il y a plus de 20 ans. Quand je leur ai dit, faisons l'analyse des médecins guyanais. Quand je dis guyanais, pas guyanais qui vivent en Guyane et qui ont fait le choix de rester en Guyane, qui ont choisi et qui sont là depuis quelque temps. Ils vont bientôt partir à la retraite, il y a 25 ans, quand je leur dis ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à avoir ce turnover, les gens qui viennent, qui partent, les gens qui viennent, qui partent. Créons quelque chose. On m'a dit oui, mais bon, il n'y a pas suffisamment le quota d'étudiants n'est pas suffisant, on peut pas mettre en place une faculté de médecine. J'ai dit, alors à ce moment-là, passons des conventions avec les facultés de médecine d'ailleurs, et puis mettons un numerus clausus type. Ça n'a pas été fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé Pirogue Humanitaire. Très bien. C'est de là que j'ai dit à ce moment-là, bon, puisque vous voulez pas le faire, je suis désolé de ne pas le faire, je vais le faire. Très bien. Donc vous m'avez tendu la perche. Pirogue Humanitaire existe depuis combien d'années maintenant, et quelles sont les missions que vous vous êtes confiées en créant cette association? Alors la première mission de Pirogue Humanitaire, c'est de former. C'était de répondre, justement, c'est dans la continuité de ce que je vous expliquais, c'est de former les étudiants. Donc, n'ayant pas de faculté de médecine en Guyane à cette époque-là, je venais en Guyane, je faisais le tour des lycées, je sensibilisais d'abord les enseignants, et je voudrais remercier aujourd'hui Madame Chambaud qui m'a beaucoup aidé il y a 25 ans. Et elle me faisait passer dans tous les lycées, où je sensibilisais les jeunes et je les faisais venir à Amiens. De les faire venir à Amiens, avec ma fille qui était étudiante en médecine, nous avons organisé une petite école de médecine chez moi. Donc les photos sont là, les témoignages sont là, et on les préparait à la PACES. Donc une fois qu'ils ont préparé la PACES, ils continuaient à faire leurs études, et je les récupérais pour Pirogue Humanitaire pendant l'été. Alors depuis la création, Dr Belloni, de la Pirogue Humanitaire, combien de médecins sont passés par Amiens et qui sont revenus s'installer en Guyane? Alors vous touchez à un problème très épineux, puisque on me pose souvent cette question, et on me dit pourquoi ils ne reviennent pas? C'est pas moi qu'il faudra poser la question, Monsieur le Président, c'est aux politiques, c'est pas mon job. Par contre, mon sentiment et ma responsabilité de citoyen voudrait que je m'organise pour qu'ils retournent en Guyane. Voilà comment je vois la question. Donc, il y a quand même certains qui sont revenus. Ce qui m'amène à vous dire que certains sont revenus. Je pense
Olivier Lida, qui est l'un de mes premiers élèves, qui est aujourd'hui mon ami, un ancien élève, il n'est plus un élève, qui est mon ami. Liliane Tellusmé, qui a créé Pirogue Humanitaire avec moi. Elle est nutritionniste à l'hôpital de Cayenne. Vous avez donc Sabine Dimanche, qui est médecin à Montjoly. Vous avez Romain Poquet, qui est installé à Saint-Laurent. Il y en a quelques-uns comme ça. Vous avez le dentiste Paris, qui est installé, et des kinés, Jean-Louis, je peux vous citer une série. Ils sont retournés, ils sont là. Et sur quels critères sélectionnez-vous ces jeunes? Alors, dans un premier temps, moi, je faisais les différents établissements, je prenais tout le monde, en leur disant, voilà, si vous avez la volonté de travailler, ça sera bien. Vous serez avec moi. Mais cependant, si vous n'avez pas la base, c'est-à-dire si vous n'avez pas minimum 12 de moyenne, vous allez avoir beaucoup de difficultés. D'accord? Et en plus, vous allez avoir les difficultés qu'on rencontre quand on vient en métropole. Hein. On a froid, on a quitté sa famille. J'avais moins de réussite. Donc, j'ai élevé le niveau à un moment, je me suis dit, je leur ai dit, voilà, moi, je voudrais que vous... Alors, je suis allé, à ce moment-là, je vais plusieurs fois en Guyane. Je les vois à la rentrée scolaire de la terminale, et je leur dis, on va passer un contrat. Tous ceux qui veulent venir travailler avec moi, au bout du premier trimestre, vous m'envoyez votre bulletin. En ayant pris déjà le bulletin de terminale, le bulletin de terminale. Donc, tous ceux qui ont moins de 12, je leur dis, voilà, si vous voulez venir avec moi, il faut que vous ayez au moins 12. Donc, vous devez monter. Ceux qui ont 14, je demande toujours plus. Donc, je leur demande l'excellence. D'où l'intérêt de la création de la filière d'excellence en Guyane. Alors, en préparant cette interview, effectivement, j'ai vu que vous avez mis en place plusieurs filières d'excellence. Ça touche pas que la médecine, ces filières d'excellence? Ça touche aujourd'hui le sport, puisque la Ligue de football... La Guyane en a besoin, selon énormément, énormément. La Ligue de football m'a confié donc toute la partie médicale de la Guyane. Donc j'ai été nommé médecin fédéral de la Ligue de football. Et j'organise, avant ce qu'on a fait pour les Guyanais d'accord, j'organise des conférences pour les éducateurs, pour les sportifs. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Et je prends en charge les sportifs de haut niveau, donc sur le plan santé. Ça, c'est pour les seniors. Sur le plan des jeunes, les U13 et U15, nous avons fait donc une réunion récemment, et nous les suivons, et je veux citer Monsieur Gilles Clot, qui est quelqu'un de très important, et qui fait un travail de fourmi, et qui fait un travail qui est magnifique, avec qui j'ai plaisir à travailler, bien sûr avec l'équipe aussi du président Bafo et de monsieur Nelson. Et nous faisons donc un screening. Donc on regarde un petit peu les capacités physiques et les capacités intellectuelles. Je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris de voir que nous avons une masse de jeunes qui sont à la fois sportifs et qui ont un potentiel intellectuel. Et la génération du 15 et du 13 que j'ai donc consulté a un avenir pour moi qui doit être brillant. Pour cela, il faut leur donner un encadrement. Et avec Bernard Lama, nous avons fait le choix de mettre en place une structure au sein de la Ligue de football qui va prendre en charge à la fois le sportif dans sa dimension physique et lui donner un encadrement intellectuel, un encadrement scolaire qui lui permette donc d'accéder à la fois au niveau sportif et au haut niveau scolaire. Alors, Mayuri Campus s'adresse principalement aux étudiants, aux jeunes de Guyane. Le regard que vous portez aujourd'hui sur la jeunesse, quoi qu'on en dise, malgré ce que l'on entend, est plutôt positif. Vous croyez dans cette jeunesse-là, à condition justement qu'on l'accompagne, qu'on l'encadre? J'y crois beaucoup. Qu'il y ait des référents aussi peut-être? J'y crois beaucoup puisque je viens de vous donner un premier élément sur les U15 et U13. Mais je suis aussi inquiet d'une partie de la jeunesse. Parce que celle dont je vous parle, elle est déjà encadrée et elle aura besoin d'un élément booster plutôt et lui permettre d'aller encore sur les marches les plus hautes. Mais l'autre qui reste au bord de la route. Pourquoi? Parce que ce qu'on trouve devant les Chinois, chez les Chinois, au bas des escaliers dans les HLM, et probablement parmi ceux qui sont dans des actions d'incivilité
pendant des années et qui fait monter le taux d'homicide Ceux qui se laissent aussi tenter par l'argent facile. Par l'argent facile, et vous connaissez le processus et la situation des mules Absolument. en Guyane. Donc vous allez avoir, et ceux qui font des tirages aussi. La jeunesse, cette partie de cette jeunesse-là me fait penser aux années 50, aux années 60, avec James Dean, donc dans cette population d'immigrés qui est arrivée donc aux États-Unis et qui n'avait pas d'encadrement, ni n'avait pas de repères avec la fureur de vivre, et qui vont avoir des comportements ordaliques, et qui vont passer à l'acte. Par exemple, les comportements ordaliques, c'est on va prendre des risques. On va faire du tirage. Alors qu'on sait que si on fait un tirage sans lumière, on a un risque, si on fait un choc, on est mort. On en est quelque sorte. Donc vous avez, et d'autres incivilités, l'homicide par exemple. Alors vous, docteur Belloni, vous êtes guyanais, vous avez fait des études d'abord en Guyane, puis en France, des études de médecine, vous avez exercé pendant très longtemps, vous êtes un jeune retraité. Avec du recul, qu'est-ce qui vous a permis de réussir? Qu'est-ce qui vous a aidé? Et qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous avez pu atteindre les objectifs que vous étiez fixés? Les premiers, mes parents. Mes parents parce que ils m'ont boosté, ils m'ont donné l'affection. Donc la cellule familiale? La cellule familiale est très importante. D'accord. Je suis issu d'une famille nombreuse, dans le dernier, donc celui qui était protégé, et celui qui devait, par sa protection familiale, arriver au plus haut de l'échelle. Donc mes frères m'ont poussé, mes parents m'ont poussé, et par cette force, je suis arrivé là où je suis arrivé. Après, j'ai rencontré des gens. Et moi, je fonctionne selon le mode africain. C'est-à-dire que le sage protège le jeune. C'est-à-dire qu'il lui montre. Il lui transmet le savoir. Il transmet le savoir, il devient un élève. On est élève, on devient maître. De maître, on devient sage. Et de sage, on devient mortel. Tous mes maîtres ne sont pas morts. Ils sont en moi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai reçu, mon père est présent tout le temps. Ça a été mon premier maître. Les gens qui m'ont accompagné, mes professeurs en Guyane, les plus proches, et les vrais professeurs, ceux qui transmettent et qui ne transmettent pas que le savoir, mais le savoir-vivre, le savoir-être. Donc ça, c'est important. Et après, ici, je suis arrivé ici, j'ai rencontré, j'ai eu des échanges avec des étudiants de pays étrangers, hein, on sait tous ça. Donc j'ai appris la culture des autres, j'ai transmis la mienne, et après j'ai rencontré des maîtres ici en métropole qui m'ont permis d'être ce que je suis. Donc j'ai été enseignant pendant 20 ans, j'ai enseigné la rhumatologie, et à ce moment-là, je me suis dit, si j'enseignais pour les étudiants de l'Hexagone, pourquoi ne pas le refaire chez moi? Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné chez moi et que je me suis intéressé plus particulièrement à tout ce qui est santé, culture et tout ce qui est la vie de chez nous. Et après avoir emmagasiné tout ça, aujourd'hui je me dois de le remettre et par la transmission de ce que j'ai reçu. Très bien, ce sera ma dernière question, une question que se posent certainement les internautes, les auditeurs également, qui suivent cette interview, c'est de savoir, compte tenu du manque criant de professionnels de santé que nous avons en Guyane, de spécialistes, vous-même qui êtes né dans ce territoire, pourquoi n'êtes-vous pas revenu travailler, exercer, faire carrière en Guyane? Pourquoi êtes-vous resté en France? Alors, la première réponse, c'est qu'il n'y avait pas d'université. Il n'y a toujours pas d'université en Guyane. Ah si, il y a l'université de Guyane. Il n'y a pas de 3 ans. Alors, bien, oui. Autonome. On ne va pas ouvrir, mais je vais juste répondre. Oui, alors, il y a une université autonome pour laquelle je me suis battu aussi avec les anciens. La seule filière qui ne soit pas rattachée, c'est la filière santé. C'est pas supportable, c'est inadmissible. Vous verrez la question posée par le sénateur Karam au ministre, vous direz que nous n'avons pas le quota. Nous n'avons pas le quota d'étudiants. Mais on peut avoir le quota d'étudiants, ça c'est pas un problème. Il y a le Brésil à côté, on peut avoir une véritable université guyanaise. Vous auriez pu exercer comme rhumatologue à l'hôpital. Comme rhumatologue et même comme enseignant. Mais
comme rhumatologue déjà, pourquoi l'avez-vous pas fait? Parce que je vous ai dit, moi je suis dans un schéma d'un CHU, je ne vais pas quitter un CHU pour aller dans un CHR. D'accord? Donc il n'y a pas de... Par contre, j'avais demandé à ce que je puisse faire ce qu'on appelle des consultations avancées. Ça m'a pas été accordé. Je peux aussi continuer à faire des consultations avancées. Donc les malades que je devrais voir en Guyane viennent en France. Là, j'en ai quelques-uns celui-ci. Par visioconférence, hein, en Non, non, utilisant non. les Les moyens. gens prennent, par la sécurité sociale permet de venir se faire soigner en métropole pour des pathologies qui sont pas prises en charge en Guyane. Et donc moi j'ai une clientèle, une patientèle guyanaise qui est très importante. Donc ces gens viennent, je fais le point avec eux. De temps en temps, il m'était arrivé au début d'encadrer mes élèves quand je reviens en Guyane. Ça m'a été interdit et j'ai pas pu. Ça fait partie des procès qui m'ont été faits. Je venais, et ça on le sait, on le fait en métropole. Les maîtres, quand ils vont, ils reçoivent leurs élèves, ils transmettent le savoir, et au bout d'un certain temps, vous savez, le système s'inverse, hein, parce que nous prenons de l'âge, et c'est l'élève qui lui est arrivé maître, Dépasse le maître. et il va dépasser le maître, on connaît tout ça. Donc j'avais installé ça avec certains de mes anciens élèves, ça nous a été interdit. Moi, aujourd'hui, si demain on me propose une fonction hospitalière en Guyane en tant que retraité, comme on me le proposait à Doulan, je suis preneur. Aucun problème. J'avais tenté de le faire, et je peux le citer. Le docteur Lopec avait donc fait une intervention pour que je travaille à l'hôpital de Cayenne. J'ai pas eu de réponse, il n'y a pas de retour. Donc je pense qu'il y a probablement une fermeture. Quels sont vos projets, docteur Belloni? Mon projet, il est très simple. La Guyane traverse 3 crises. Une crise politique, c'est-à-dire que nos politiques ne sont pas reconnus, ils ne sont pas suffisamment importants, nombreux, de 4 parlementaires qui vont s'affronter au reste du Parlement. Il n'y aura pas de réponse. L'hexagone politique qui ne nous connaissent pas, les gouvernements se font et se défont. Donc quand ils prennent des décisions sans connaître la problématique du pays. On l'a vu avec la crise des pétrole. La deuxième crise, c'est une crise économique, de non-développement. La population, la démographie galopante et toutes les faiblesses du système vont être majorées parce que la démographie galopante. Et puis la troisième, toujours liée à la démographie galopante, c'est la crise identitaire. Aujourd'hui, qui est guyanais, qui n'est pas guyanais, on ne se retrouve pas. Donc on est en pleine mutation, et jusqu'alors, la guyanité, c'était la créolité. Pour moi, aujourd'hui, la guyanité n'est plus la créolité, mais elle est le métissage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le melting pot, le créole, il était majoritaire, le créole avait le pouvoir politique, et aujourd'hui, il est en train de le perdre, puisque Bouchenengue vient d'être élu député. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais comme Césaire ou Senghor, nous sommes tous des métis. Très bien. Docteur Belloni, merci. C'est moi qui vous remercie.